Il y a des hommes qui mentent, il y a des hommes qui trompent, et puis il y a Marc. Marc a fait quelque chose de si tordu et culotté que même les avocats en droit de la famille n'en revenaient pas. Il a trompé sa femme pendant 2 ans. Ça, c'est déjà une histoire. Mais Marc ne s'est pas arrêté là. Quand Sophie n'a pu concevoir après des années d'essai, Marc a proposé une idée présentée comme un geste d'amour, un sacrifice, un cadeau. Il a proposé de trouver une mère porteuse, et il en avait déjà une en tête, sa maîtresse. Réaliser ce que ça signifie. Cet homme regardait sa femme pleurer et s'effondrer chaque mois après chaque test négatif. Il tenait sa main dans les couloirs stériles des cliniques de fertilité. Et pendant tout ce temps, il planifiait. C'est l'histoire de l'arnaque affective la plus audacieuse de l'année. Un piège fou auquel sa femme a failli croire. Et comment tout s'est effondré dans une salle de maternité. Sophie et Marc étaient mariés depuis 7 ans. 7 ans de projets, d'amour et de fausses couches tues. Sophie voulait cet enfant plus que tout au monde. Marc le savait et s'en servait. Ce soir-là, il rentra, vin à la main et regard grave. « Sophie, j'ai une solution. Une amie accepterait d'être notre mère porteuse. C'est quelqu'un de bien et confiance. » Sophie avait hésité, elle avait pleuré, elle avait posé des questions. Marc avait une réponse à tout. Il avait préparé ses arguments comme un avocat prépare sa plaidoirie. Pour chaque doute de Sophie, il avait une explication lisse, rassurante, presque trop parfaite. Et c'est être ça qui aurait dû alerter Sophie. Quelqu'un qui a une réponse à tout, c'est souvent quelqu'un qui a anticipé toutes les questions. La femme ça, appelée Léa, 32 ans, comptable, souriante, apparemment sans histoire. Sophie l'avait rencontrée autour d'un café. Elle l'avait trouvée chaleureuse, normale, presque trop normale. Les démarches avaient commencé. Et pendant que Sophie remerciait le ciel d'avoir un mari aussi attentionné, Marc recevait des messages de Léa sur un deuxième téléphone. Un deuxième téléphone qu'il gardait dans la poche intérieure de son manteau, celui qu'il accrochait toujours lui-même, jamais sur le porte-manteau commun. Un détail, un tout petit détail, que Sophie avait remarqué dès le premier soir. Ce que Marc N n'avait pas calculé, c'est que Sophie N n'était pas aussi naïve qu'il le croyait. Elle avait remarqué des choses, des petites choses. Un soir, Léa avait effleuré la main de Marc en disant au revoir, un geste de rien. Mais Sophie avait vu. Une autre fois, elle avait trouvé dans la voiture un reçu de restaurant. Un restaurant qu'elle ne connaissait pas pour 2 personnes. Un soir où Marc lui avait dit qu'il travaillait tard. Sophie n'avait rien dit, pas encore. Elle avait contacté en secret la meilleure amie de Léa, une femme qui n'avait pas apprécié que Léa vole son ex. Une femme qui avait des screenshots, beaucoup de screenshots. Sophie avait tout lu, en une nuit. Un café froid à la main, sans pleurer, 2 ans de messages, des photos, des projets, des mots que Marc n'avait jamais écrits à sa propre femme. Il y avait même des échanges où les 2 complices riaient, où Léa demandait « Tu crois qu'elle va vraiment gober ça ?» Et Marc répondait « Elle veut tellement un enfant, elle gobera n'importe quoi. » Sophie avait relu cette phrase 3 fois, puis elle avait posé son téléphone, fermé les yeux, et pris la décision la plus froide de sa vie. Et là, quelque chose était brisé en elle. Puis quelque chose d'autre était rallumé. Un feu froid, un plan. Sophie n'a pas craqué. Sophie n'a pas crié. Sophie a appelé son avocate. En secret, elle avait commencé à documenter les comptes bancaires joints, les virements inexpliqués vers Léa, les mensualités d'un appartement que Sophie ne connaissait pas. Marc payait l'appartement de sa maîtresse depuis 10 à 8 mois, avec l'argent du couple, élégant. Sophie avait aussi contacté discrètement la clinique de fertilité. Et là, elle avait appris quelque chose d'intéressant. Léa avait signé un contrat de mère porteuse, un contrat en bonne et due forme. Mais dans ce contrat, il y avait une clause que Marc avait glissée,
et que Sophie n'avait pas lu attentivement. En cas de séparation du couple commanditaire, la garde légale de l'enfant revenait à la mère porteuse. Marc avait prévu de divorcer après la naissance. Il avait prévu de récupérer l'enfant avec Léa et de laisser Sophie seule, sans enfant, sans mari, sans rien. Mais Sophie avait transmis tous les documents à son avocate, qui les avait transmis à une experte en droit de la famille, qui avait immédiatement identifié la fraude. La clause était nulle, illégale, construite sur un vice de consentement caractérisé. Marc n'avait pas consulté de vrais juristes. Il avait fait confiance à ce qu'il avait lu sur Internet. L'arrogance, c'est souvent là que les plans parfaits commencent à se fissurer. Le plan était presque parfait. Face à un choix terrible, l'option 1 était de tout exposer et divorcer immédiatement. Récupérer sa part des biens, détruisait Marc et Léa publiquement. Mais elle perdait l'enfant qu'elle portait dans son cœur depuis des mois, l'enfant qu'elle avait commencé à aimer même avant sa naissance. Option 2, elle attendait le terme pour contester le contrat au tribunal avec les preuves de fraude compilées. Mais cela voulait dire vivre encore plusieurs mois sous le même toit que Marc. Faire semblant, sourire, dire merci, accompagner Léa à des rendez-vous médicaux, lui demander si elle dormait bien, si elle mangeait assez, si le bébé bougeait. Est-ce qu'on peut survivre à ça? Continuer à regarder quelqu'un en face, quelqu'un qui vous a trahi avec cette précision chirurgicale et ne rien laisser paraître? Son avocate lui avait dit clairement. La deuxième option était la plus solide juridiquement. Mais humainement, c'était la plus éprouvante. Sophie avait 1 semaine pour décider. L'accouchement approchait, le temps jouait contre elle. Sophie choisit la seconde option et joua pendant 6 semaines le rôle de l'épouse heureuse, la future maman comblée. Elle apportait des chocolats à Léa, elle l'accompagnait à des rendez-vous médicaux, elle lui frottait le dos en salle d'attente. Léa ne se doutait de rien. Marc rayonnait. Il pensait avoir gagné. Il y avait des soirs où Sophie rentrait chez elle et s'asseyait dans le noir, pas pour pleurer, pour se rappeler pourquoi elle tenait, pour ne pas flancher. Elle pensait à Camille. Elle avait déjà choisi le prénom en secret, sur un bout de papier qu'elle gardait dans son sac. Ce prénom aidait à tenir. Le jour de l'accouchement, tout le monde était dans la salle d'attente. Marc, Sophie, la mère de Sophie. Un huissier, Marc, avait pas vu l'huissier, pas tout de suite. Quand Léa a accouché, une petite fille en parfaite santé, Sophie s'est levée. Elle a remis à Marc une enveloppe. Voilà ta surprise à toi. À l'intérieur, la demande de divorce, l'épreuve de l'arnaque. La contestation du contrat de gestation pour autrui, pour vice de consentement et fraude préméditée. Et l'ordonnance provisoire lui accordant le statut de parent principal, obtenue 2 jours plus tôt. Marc était blanc. Léa, depuis la chambre, entendait les voix monter. Et la petite fille, elle dormait, tranquille, sans rien savoir de la tempête qui venait de commencer. Sophie a récupéré l'enfant après 3 mois de procédure. Le contrat frauduleux avait été annulé. Marc avait perdu la garde, une partie de ses biens et sa réputation. Léa, elle, avait disparu de la ville. Sophie élève aujourd'hui sa fille seule. Elle s'appelle Camille. Elle a les yeux de sa mère. Marc croyait avoir tout prévu. Il avait construit un plan sur plusieurs années. Il avait manipulé une femme, utilisé une autre, et cru pouvoir contrôler l'avenir comme on déplace des pions sur un échiquier. Mais il avait oublié une chose fondamentale. On ne manipule pas impunément quelqu'un qui vous aime vraiment. Parce que les gens qui aiment vraiment, ils observent, ils retiennent, ils savent attendre. Et quand ils agissent, est avec une précision que la froideur seule ne peut pas atteindre. Sophie n'a pas eu de chance. Elle a eu de la lucidité et du courage. Il y a quelque chose que cette histoire nous dit sur la façon dont certaines personnes confondent la vulnérabilité des autres avec de la faiblesse. Marc voyait le désir d'enfant de Sophie comme une faille à exploiter. Il n'avait pas compris que c'était justement cette force-là, cet amour inconditionnel, cette capacité à tout endurer
pour ce qu'on aime qui allait le perdre. L'histoire de Sophie, c'est l'histoire de quelqu'un qui a refusé d'être la victime d'un récit que quelqu'un d'autre avait écrit pour elle. Elle a repris la plume et elle a choisi sa fin. Alors, une question pour toi. À la place de Sophie, aurais-tu attendu ou est-ce que tu aurais tout fait exploser le soir même? Dis-moi dans les commentaires. Si cette histoire t'a mis KO, tu sais quoi faire? Un like, un partage et l'abonnement pour ne pas rater la prochaine. Parce que la prochaine histoire, elle est encore plus folle.